Messieurs, dames, bonsoir. Merci Alicia pour cette très gentille introduction. Je ne vais pas vous ennuyer des sujets de mon travail, donc le fournisseur. Je vous assure qu'il n'y a probablement aucune mention de ce groupe dans ma présentation. Parce qu'aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, qui est très difficile, aussi très controversé. Et je pense qu'on aura peut-être une occasion, après cette présentation, de poser quelques questions s'il est possible de présenter la biodiversité en fait sous forme de codes barres génétiques. Alors, je commençais ma présentation par cette définition de biodiversité donnée par Edward Wilson en 1986, où Wilson dit que la biodiversité, c'est la totalité de toutes les variations de tous les vivants. Donc en fait, c'est un peu la définition où on peut tout mettre. C'est clair, c'est aussi une définition qui permet d'englober à la fois les variations génétiques, morphologiques, et qui inclut aussi les organismes qu'on connaît, les animaux, les plantes, mais aussi d'autres organismes qu'on connaît beaucoup moins. Et c'est ça, en fait, un peu la raison de ma conférence aujourd'hui, c'est de parler de la biodiversité globale. Donc vraiment d'avoir une vision de tous les organismes, pas seulement ces organismes très très bien connus qui nous entourent, qu'on voit, qu'on connaît relativement bien. Et je vais revenir, Alicia en a parlé déjà, je vais aller à Carl von Linné, qu'on peut considérer comme un père de la taxonomie, donc cette science de classification du vivant, mais en s'intéressant surtout au nombre d'espèces qu'il a décrit, et aussi parce qu'il a fait une des premières tentatives de faire un inventaire de biodiversité, en guillemets, globale. À l'époque, son système naturel inclut environ 7000 espèces végétales et environ 4000 espèces animales. C'est peu, on pourrait dire, mais c'était quand même beaucoup à l'époque pour un seul homme qui peut former toutes ces espèces dans un inventaire, dans un catalogue. Par la suite, le développement des taxonomies, donc des sciences de classification, s'est fait aussi avec une grande forte participation des taxonomistes, des biologistes genevois, dont par exemple Augustin Thierry de Candolle, et par ailleurs toute la famille de Candolle, 4 générations de très éminents botanistes, aussi d'autres personnes comme Abraham Tremblay, Jean-Pierre Vaucher, botaniste Edmond Boisier, René-Édouard Claparède ou Eugène Pénard, qui ont tous contribué à la description de nouvelles espèces et leur classification. Autant plus que aussi d'autres contribuent, d'autres chercheurs des muséums d'histoire naturelle de Genève ou des jardins botaniques de Genève, pour constituer une sorte d'inventaire de la biodiversité. On peut dire qu'actuellement, on connaît environ 1 400 000 espèces. Et comme vous pouvez voir sur ce graphique, toute notre diversité, en fait, elle est composée en grande partie des insectes. Les insectes forment environ 2 tiers de toutes les espèces décrites. Donc, on peut dire que la vie sur Terre, en fait, est dominée par les insectes. En tout cas, dans cette version cataloguée. Aussi, d'autres animaux, environ 250 000 d'autres animaux, ou de plantes, on connaît environ 270 000. Mais ce qu'on aussi remarque dans cette liste des espèces, qu'en fait, certains groupes sont très peu représentés, comme par exemple les unicellulaires, les protozoaires, les champignons, les algues et aussi les bactéries, les virus, qui ont un nombre d'espèces relativement petit. Principalement, ça vient du fait que en tout cas la grande partie des classifications, des descriptions de nouvelles espèces étaient
focaliser sur un certain groupe d'organismes, principalement de grande taille qu'on connaît le mieux. Tout récemment, il y avait une étude qui vient de publier l'année passée qui en fait montre que cette diversité connue, donc si on pourrait dire la diversité du nombre d'espèces cataloguées, fait une partie relativement petite des nombres d'espèces estimées. On voit ici qu'on pense qu'il y a au moins 10 fois plus d'espèces d'animaux et peut-être au moins 2 fois plus d'espèces de champignons. Par contre, on pense que peut-être les espèces des plantes vasculaires sont relativement bien connues, c'est peut-être le seul groupe avec les vertébrés pour lesquels on ne s'entend pas à trouver de nouvelles espèces. Évidemment, encore, il faut remarquer que dans ces études relativement récentes, on trouve toujours très peu des espèces de micro-organismes, de protozoaires, des algues ou de bactéries. Alors, tout d'abord, la question, où se trouvent ces nouvelles espèces? Parce qu'on pourrait se dire qu'avec 250 ans de la systématique, on pourrait dire que tout a été déjà décrit, ou presque. Donc, où se cachent ces 9 millions d'espèces animales? Principalement, on pense qu'il y a beaucoup d'espèces qui vivent dans la canopée des forêts tropicales. Le nombre d'espèces est estimé à environ 5 à 6 millions, dont la plupart sont inconnues, qui ont échappé à nos connaissances principalement parce que la voie d'accès est très difficile. La même chose concerne un autre habitat qui est très très difficile d'accès, ce sont le fond des océans. Malgré l'image que vous voyez ici, qui représente le fond de l'océan comme une sorte de désert, où on ne voit pas vraiment beaucoup de choses, la diversité dans ces plaines abyssales, qui couvrent quand même 3/4 de la surface de la Terre, est très très grande. Ici, il y a un exemple des crustacés qui vit au stade des galatées, connu sous le nom de Galatée yeti, une des nouvelles espèces trouvées au fond de l'océan en 2005. Donc, il y a toujours une grande partie de biodiversité qu'on peut chercher, mais principalement dans ces habitats peu connus. En plus, il ne faut pas oublier aussi ce qu'on appelle les espèces cryptiques. En fait, quelque part, les espèces jouent en cache-cache avec les taxonomistes. C'est-à-dire, certains d'entre eux peuvent être morphologiquement identiques, mais génétiquement très différents. Par exemple, ce qui est assez étonnant d'apprendre qu'une girafe, que quand même tout le monde sait la reconnaître, n'est-ce pas, cache en fait au moins 6 populations différentes, génétiquement différentes, qui habitent des localités, des régions différentes en Afrique, mais qui diffèrent très peu. En fait, seulement, et certaines populations ont le dessin de la peau légèrement différent. Donc, on pourrait imaginer, théoriquement, si toutes les espèces animales sont comme la girafe, on pourrait déjà multiplier le nombre d'espèces par 5 ou 6. Un autre aspect de cette diversité cryptique se cache dans les origines de la vie, dans, si vous voulez, l'arbre du vivant. Si vous regardez ce dia, vous trouvez que les animaux ou les plantes, qu'on trouve ici, les plantes ou les animaux, sont de toutes petites branches de l'arbre du vivant. Ici, on observe seulement l'arbre de ce qu'on appelle les eucaryotes, les organismes en noyau, sans bactéries. Et on voit que cet arbre est composé d'une immense diversité d'organismes unicellulaires, et seulement dans certains cas, ces organismes ont donné l'origine à des organismes qu'on connaît, qui sont macroscopiques, qui sont visibles. Donc, quelque part, la vie, la véritable biodiversité génétique se cache dans les organismes qu'on ne voit pas. Donc, pour assumer cette petite introduction,
je me demandais si on ne pourrait pas présenter la biodiversité globale comme un iceberg, en fait, où la partie émergée, c'est ces espèces cataloguées, ces espèces qu'on connaît, qu'on trouve dans le musée. Par contre, la partie immergée, c'est toutes ces espèces qui sont présentes dans les habitats mal connus, pas encore explorés, ces espèces cryptiques qui se cachent un peu dans les autres espèces, dans ces espèces cataloguées, et aussi et surtout les unicellulaires, les algues, les protozoaires, les champignons, sans oublier les bactéries. Je n'en ai pas donné des exemples, mais une étude récente des bactéries dans le corps humain fait rapporter qu'il y a au moins quelques centaines d'espèces différentes dans notre corps. Donc, de nouveau, si on pense que ces espèces sont spécifiques, on peut très bien imaginer que pratiquement chaque espèce animale porte plusieurs centaines d'espèces de bactéries. Alors, combien d'espèces y a-t-il sur Terre? C'est très difficile de répondre à cette question. Certainement plus qu'1 million, probablement 10 millions, mais peut-être 100 millions si on tient compte de certaines bactéries. Et si on pense inclure aussi les virus parmi les organismes vivants, à ce moment-là, certainement plus qu'1 milliard. Alors, est-ce qu'on peut, humainement, est-ce qu'il est possible de décrire la biodiversité globale? Et comment la faire? C'est ça le problème principal. Comment? Parce que la question, c'est qu'on peut trouver toutes ces espèces, mais comment les identifier? Comment savoir qu'une espèce est différente de l'autre? Je vous montre cet exemple, je trouve assez intéressant de voir quelles sont nos capacités d'identification des espèces. On pense, certaines études disent, vous pouvez identifier, un homme est capable d'identifier environ 1000 espèces. Je pense que ça, c'est déjà beaucoup. Mais ce qui est très intéressant, c'est que les enfants, l'étude menée en Angleterre sur les enfants de 8 ans, montrent qu'ils étaient capables d'identifier une centaine d'espèces de Pokémon. Par contre, curieusement, ils n'étaient pas capables d'identifier des espèces de la faune locale ou flore locale. Alors, il y a un problème. Évidemment, on ne peut pas attendre des enfants de 8 ans d'avoir des compétences d'un taxonomiste du musée du jardin botanique. Mais on peut quand même penser qu'en fait, tous les problèmes existent dans le sujet d'intérêt des personnes. Et quelque part, si vous regardez la taxonomie actuelle, cette taxonomie traditionnelle, elle est très spécifique, elle va dans certains sujets, dans certains champs. Un taxonomiste n'est pas forcément un taxonomiste de toute la biodiversité. Donc, la question qui se pose, c'est qu'il faut trouver un moyen de pouvoir, quelque part, rendre la taxonomie plus accessible, plus facile. C'est le seul moyen de pouvoir vraiment identifier ce que j'appellerais la biodiversité globale. Cet moyen a été justement proposé par un groupe de scientifiques sous forme d'appellation code-base génétique ou en anglais DNA barcodes. On parle aussi de DNA barcoding qui est assez difficile à traduire en français. L'idée, c'est comme vous savez très bien, probablement l'ADN est composé de 2 hélices. Chaque hélice porte 2 bases qu'on peut appeler par la lettre GC, AT. Et en fait, une série de ces lettres forme la séquence de l'ADN. Donc ça, je pense que c'est les connaissances de base. Les chercheurs qui ont proposé le concept de DNA barcoding, donc ce code base génétique, ont fait un appel à une sorte de comparaison de cette série de lettres à des barres qu'on observe dans nos produits. Quand on va à la Migros, à la Coop, on voit les barres qui indiquent l'origine du produit, qui permettent la traçabilité de ce produit et de permettre aussi de l'identifier. Évidemment, c'est une sorte de comparaison très artificielle. Alors, comment ça marche en réalité, si vous voulez? Et là, on va retrouver notre sèche de la fiche, si vous voulez, et le gène COX qui correspond, qui est un gène qu'on a proposé comme un code barre universel au début de toute cette
initiative, on trouve que, vous voyez ici, à gauche, 3 membres d'une famille de sèches, et à droite, les séquences des gènes COX, donc un certain gène qui se trouve dans la mitochondrie des animaux. On voit bien qu'en fait, juste en comparant cette colonne de lettres, on voit que, par exemple, la première espèce diffère des autres par certaines bases, comme un C ici, un A, un C, un C, un C ici. Donc, même sur ce fragment de tronc de base, qui est relativement très court, on peut déjà séparer les 3 espèces. Et honnêtement, si vous avez un fragment de gène qui est vraiment un bon code barre, vous pouvez très facilement dire une espèce, de discriminer une espèce de l'autre. Et on voit que, par exemple, les 2 espèces, Sepiolata et Omplimna, les séquences sont beaucoup plus, mais on a quand même certaines différences. En réalité, les gènes qu'on compare est beaucoup plus long, contient environ 600 bases, ce qui permet de faire une sorte de statistique, de calculer les distances, le pourcentage de divergence, et par rapport à ce pourcentage, de dire à quelle espèce appartient la séquence donnée. Donc, sur la base de cette comparaison de séquences, on peut dire que les codes barres, on a proposé que les codes barres sont universels et qui permettent d'identifier rapidement, facilement, d'une manière relativement objective et aussi rentable, à condition que les coûts de séquençage sont diminués, qu'on peut reconstruire toute la biodiversité, former une sorte d'un arc du XXIe siècle. Évidemment, ça pose un certain problème parce que l'universalité des gènes est déjà très facilement mise en cause. On sait actuellement que pas tous les gènes peuvent être utilisés pour tous les groupes taxonomiques. Mais la méthode reste quand même, comme je vais vous montrer par la suite, relativement rapide et facile. Par la suite de cette proposition qui a été présentée en 2004, on a créé une initiative qu'on appelait International Barcode of Life Project, qui en fait proposait d'imaginer, d'obtenir les codes barres de toute la biodiversité existante. Évidemment, ce n'est pas possible, mais les objectifs de cette initiative, de ce projet, étaient très ambitieux, sont toujours très ambitieux, en proposant qu'en 5 ans, on peut séquencer environ 5 millions de spécimens qui correspondent à environ 500 000 espèces. 500 000 espèces, c'est quand même un tiers du nombre d'espèces connues. Donc, c'est vraiment, ça serait formidable. Si ça marche. Alors, ce projet, il y a plusieurs, en fait, cette initiative est divisée en plusieurs projets qui concernent certains groupes, comme par exemple les abeilles, les biboles, les poissons, les fourmis, les papillons, les oiseaux. Donc, ils sont divisés par les groupes taxonomiques concernés, mais il y a par exemple des projets qui concernent aussi un côté beaucoup plus appliqué, comme Kibble, qui est Quarantine Barcoding of Life, qui concerne en fait tous les organismes qui sont importants du point de vue de biosécurité. Et c'est par ailleurs, pour l'instant, la seule partie de ce projet, de ce programme, où participe la Suisse. Certains projets sont nationaux, comme Norbol. C'est un projet d'obtenir le code barre de toutes les espèces présentes en Norvège. Comment ça marche? Donc, l'objectif, c'est de créer des sortes de fiches signalétiques pour chaque espèce
qui consiste en fait de prendre le spécimen, prélever l'échantillon de tissu, photographier, obtenir toutes les données concernant les dates de collection, les lieux de collection. Ensuite, à partir d'échantillons de tissu, extraire l'ADN, l'amplifier, ça veut dire multiplier, obtenir les gènes qu'on considère comme un code barre et ensuite les séquencer, et éventuellement comparer aux autres séquences. Donc, pour chaque espèce, on obtiendra une sorte d'une totalité des données à la fois moléculaires et morphologiques. C'est aussi la plus grande différence, si vous voulez, par rapport aux bases de données génétiques existantes qui, en fait, ne contiennent pas les données morphologiques, dont n'ont aucun rapport. En fait, vous ne pouvez pas savoir d'où vient actuellement, si vous déposez des séquences dans une banque ou d'autres bases de données génétiques, on ne sait pas à quoi correspondent ces séquences. Tandis que dans cette idée, on va connaître aussi la morphologie. On pourrait dire que pas tout le monde aime cette idée. Je ne veux pas cacher qu'il y a peut-être aussi dans cette salle des gens qui ne sont pas forcément de grands enthousiastes du barcoding, pour des raisons présentées ici d'une manière caricaturale, que vous ne pouvez pas, vous n'avez pas besoin vraiment d'avoir des codes barres pour identifier un ours. Oui, mais peut-être on n'a pas besoin d'avoir des codes barres pour identifier ou un barcodeur, cette petite machine qui vous permet d'identifier les animaux ou les plantes. Par contre, il en a quand même besoin peut-être de savoir les codes barres pour identifier les traces de l'os, ses poils ou par exemple ses fragments. Et c'est ça qu'on va voir un peu, ces côtés appliqués. Parce que c'est là où le barcoding devient peut-être le plus intéressant, c'est par ces côtés appliqués. Par ces applications qui sont relativement bien connues pour le contrôle des produits agroalimentaires, mais aussi par la protection des espèces menacées, identification des espèces invasives ou gestion des écosystèmes, inventaire de la biodiversité. Je commençais, par exemple, peut-être le plus connu, c'est celui qui concerne ce qu'on mange. On a pas mal d'exemples aussi en Suisse. Cet exemple vient des États-Unis et concerne une petite étude faite par les chercheurs du Muséum d'histoire naturelle de New York avec l'aide des collégiens qui ont allé dans une trentaine de restaurants à New York. Ils ont pris le sushi et ils ont extrait l'ADN de ce sushi pour ensuite identifier d'où venait la chair de poisson qui faisait partie des sushis, qui était en principe, ce que vous pouvez voir ici, présenté dans le menu comme le thon, présenté par les garçons comme différents types de thon, et qui se révèle, curieusement, pas du tout ce qu'on s'attendait. Ce qui est assez intéressant, c'est parfois les sushis les plus chers, celui à $9, n'est pas du tout des thons, mais des escoliers. Je pense que escola s'appelle escolier en français, c'est une sorte de maquereau qui en plus contient des toxines. Donc, il est même dangereux pour la santé. Et ça, c'est le cas aussi, on voit bien que ce type de poisson est très souvent utilisé pour le sushi. On voit aussi que dans certains cas, c'est une espèce menacée, en danger, qui était utilisée. Donc, à la fois, on a un problème de biosécurité et le problème de conservation de nature qui peut être connu. Et on voit que c'est absolument incroyable jusqu'à où on peut aller dans une sorte d'étiquetage erroné des produits, surtout dérivés de poissons ou de fruits de mer. Vous pouvez voir qu'une autre étude, publiée l'année passée, à Dublin, a montré que 80% des poissons sont mal étiquetés. Vous pouvez dire, évidemment,
ça nous concerne, notre santé, en quoi ça concerne la biodiversité? Ben, ça concerne quand même. Parce que si tous ces poissons sont mal identifiés, vous ne pouvez plus faire de suivi des stocks de poissons, vous ne pouvez plus savoir quelles sont les espèces à protéger et vous n'avez aucun contrôle de ce qui se passe dans le marché de poissons. Une fois que le poisson change, qu'il devient un fish and chips, il n'y a plus de possibilités de savoir. Donc, c'est un problème véritablement très, très important, pas seulement pour nous, pour notre santé. Il faut aussi dire qu'il y a pire que le poisson. C'est ce qu'on appelle la viande de brousse, ou bushmeat. En une semaine, à l'aéroport de Roissy, on a prélevé environ 500 kilos de la viande de bouche, des brousses, dont la moitié était identifiée comme provenant des espèces protégées. Dans cette étude, dans l'aéroport, c'était identifié sans le code barre. Par contre, dans cette étude que je vous montre ici, était effectuée en utilisant le code barre génétique. Les chercheurs, de nouveau du Musée d'histoire naturelle de New York, ont pris des fragments des animaux qui sont envoyés dans les colis aux États-Unis et ils les ont identifiés en se focalisant surtout sur le primate, parce que beaucoup de ces fragments concernent le primate, et en trouvant même un chimpanzé, plusieurs babouins et d'autres singes. Et en plus, d'autres études des mêmes fragments ont montré que certains fragments contenaient des virus de herpès ou même des virus du sida. Donc, à la fois, on est en situation où on ne contrôle pas ce qu'on mange, mais aussi on ne contrôle pas les sources de contamination potentielle. Donc, à la suite de toute cette série, l'année passée, le gouvernement américain a décidé d'inclure le code barre génétique dans une sorte de mesure de protection pour la biosécurité. Il y a d'autres aussi exemples dans d'autres domaines qui concernent aussi quelque part notre alimentation, comme par exemple cet papillon qui, depuis 2006, attaque les vignobles italiens et qui jusqu'à maintenant a été connu en Amérique. L'étude génétique a montré que le papillon en question est en fait identique au papillon qui vit aux États-Unis. Et aussi, ce qui est très important, c'est que l'étude génétique permet d'identifier les différents stades de vie de ces papillons. Donc, même si le papillon lui-même peut-être a été décrit et est possible d'identifier morphologiquement, c'est très important d'avoir des données génétiques pour pouvoir suivre le cycle de vie et identifier certaines formes qui sont beaucoup plus difficiles de voir ou déterminer morphologiquement. Une autre approche, c'est notre exemple encore plus particulier, c'est ce qui se passe avec certaines espèces invasives. On observe que ces espèces, comme par exemple la coccinelle asiatique, fait disparaître d'autres types de coccinelles natives. Dans ce cas-là, les coccinelles à 2 points ou à 10 points. Donc, on a pensé que ça se passe uniquement par la compétition, que la coccinelle asiatique est beaucoup plus vorace, si vous voulez, et se reproduit beaucoup mieux. Maintenant, une étude des contenus stomacaux, de l'estomac, des larves de coccinelle asiatique a permis de voir qu'en fait, larves de coccinelle asiatique mangent des autres coccinelles. Ça a été fait en utilisant justement des marqueurs génétiques qui permettent de distinguer les 2 autres coccinelles. Et cette étude a été effectuée en Angleterre en collaboration avec Agroscope Suisse. Il faut ajouter peut-être, c'est que, je ne sais pas si tout le monde sait, qu'en fait la coccinelle asiatique, qui est actuellement considérée comme une espèce invasive en Angleterre, a été importée en Europe principalement comme une source de lutte biologique contre le moucheron. Donc, quelque part, nous-mêmes, nous avons importé cette espèce pour ensuite la trouver dans une situation très, très mauvaise.
Et ensuite, mon dernier exemple de détection des espèces invasives fait appel à une étude encore très différente. C'est la détection de l'ADN de l'espèce dans l'eau. Cette étude effectuée par les chercheurs de l'Université de Grenoble a permis de détecter la grenouille taureau, qui est aussi une espèce invasive dans la France du Sud-Ouest, juste en regardant l'ADN de cette grenouille préservé dans l'échantillon d'eau. Donc à gauche de ce graphique, vous avez en point noir le site où la grenouille était détectée d'une manière classique par les observations, et à droite, vous avez des points où elle était détectée par son ADN. Et on voit qu'en fait, que la détection par l'ADN est beaucoup plus efficace. Et souvent, d'ailleurs, elle était confirmée par la suite par les observations de grenouilles vraiment dans les endroits. Toute cette, si vous voulez, étude est basée sur le fait que contrairement à ce qu'on a pensé et ce qu'on m'a toujours appris à l'école, l'ADN ne se dégrade pas. Et en fait, l'ADN, par exemple, des poissons peut rester dans l'eau plusieurs jours. Ici, dans le cas de grenouilles, l'ADN, on a fait des études qui montrent que l'ADN était préservé dans l'eau pendant 3-4 jours. Donc, on peut très bien prendre l'échantillon de l'ADN et ensuite chercher les composants des organismes qui se trouvent dans ces échantillons. Et ça fait penser à un certain type d'analyse qu'on appelle actuellement metabarcoding, qui consiste justement à prendre des échantillons de l'environnement, de l'eau, du sol, des sédiments, extraire de l'ADN, et dans cet ADN, en fait, on trouve le mélange de toutes les espèces présentes dans l'environnement. Ensuite, à partir de cette méthode, on peut soit détecter spécifiquement certaines espèces ou certains groupes d'organismes, c'est le cas de la grenouille, par exemple, ou on peut analyser la biodiversité globale, donc toute la communauté d'espèces qui se trouvent dans l'échantillon donné. C'est ce que je vous montre ici. En fait, il faut savoir que toute cette approche est principalement possible grâce à l'utilisation des séquençages à haut débit. Donc des séquençages qui produisent des millions de séquences. Ceci n'est pas un ciel étoilé. Chaque point sur cette image correspond à une séquence. Il se présenterait comme ça. Vous pouvez donc imaginer que pour la première fois, en fait, on est capable de prendre un échantillon de mélange d'ADN et de trouver tout, en tout cas théoriquement, trouver tous les ADN qui sont présents dans un environnement. Je pense que c'est une véritable révolution, si vous voulez, du point de vue des études de l'environnement, parce qu'elle permet, pour la première fois, sans aucune culture, sans aucun effort, d'obtenir un inventaire global de la biodiversité. Et ce genre d'études, qui par exemple, évidemment, ouvrent des perspectives énormes, sont par exemple, si vous connaissez l'expédition de Tara, qui a été largement couverte par les médias français, c'est justement une expédition qui prend les échantillons de plancton marin pour sortir tout l'ADN et ensuite identifier les organismes qui se trouvent dans ce milieu. Ce n'est pas étonnant, en fait, ça c'est les résultats qui sont non publiés, une partie des résultats de cette expédition montre en fait que la majorité des séquences sont indéterminées et on trouve cette situation dans pratiquement toutes ces études de ce qu'on appelle le metabarcoding. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas déterminer ces séquences parce qu'on ne connaît pas ces organismes. Il y a à peu près 80 à 90% de séquences indéterminées. Et en plus, ce qui est très important, et ce qui rejoint mon introduction, c'est que la plupart des séquences n'appartiennent pas du tout à les espèces cataloguées, les animaux, les plantes ou les champignons, mais une énorme quantité de micro-organismes, des protistes, des protozoaires ou des algues qui sont présents dans les eaux de l'océan et qui ont une énorme importance
pour le climat et pour la biodiversité. Une autre étude, à la fin, cette étude qui a été un projet qui est en train de se développer en France, qui utilise par exemple les mêmes méthodes, c'est métabarcoding, pour identifier les diatomées. Les diatomées, c'est ces très jolis unicellulaires qui forment sur des coquilles, squelettes siliceux, qu'on trouve pratiquement de tous les bassins d'eau, dans les rivières ou dans les lacs, mais qui sont assez difficiles à identifier par un non-spécialiste. Il faut dire que ces diatomées sont utilisées couramment comme les bioindicateurs de la qualité de l'eau, mais qu'on ne peut pas les utiliser si on n'est pas spécialiste. Le projet développé en France, justement, propose d'utiliser les séquences d'ADN pour identifier les espèces en question et de remplacer, de pouvoir, grâce à ces méthodes, pouvoir traiter un nombre d'échantillons beaucoup plus grand et d'être peut-être dans ces identifications beaucoup plus précis. Donc, on a actuellement une sorte de développement énorme de ce travail sur ce qu'on appelle l'ADN environnemental. Donc, cet ADN qu'on ne connaît pas, qu'on ne voit pas, qui en fait une sorte de mélange des espèces. Je donne ici quelques exemples de cette recherche, comme par exemple sur l'impact des activités humaines comme aquaculture, et les plateformes pétrolières, le forage, le site de forage, aussi le suivi du transport des espèces. Actuellement, dans beaucoup de pays, on est obligé de vérifier les espèces qui se trouvent dans l'eau de ballast. Et la gestion de tout cette eau est très importante. On peut aussi détecter des espèces pathogènes. Et une étude, par exemple, a été proposée pour identifier les oomycètes, donc les unicellulaires, qui sont probablement responsables de la mortalité des poissons dans le Doubs, comme vous avez certainement entendu. Toutefois, tout ça, toutes ces études ont besoin d'une base de référence. Donc, quelque part, évidemment, dans ces études environnementales, comme je dis, la plupart des séquences sont indéterminées. Et il est très, très important, si on veut comprendre ces données, il est quand même très important d'avoir une sorte de détermination, de pouvoir dire à quelle espèce appartient quelle séquence. Donc, il y a une forte demande d'une base de référence. En Suisse, en fait, il existe par exemple plusieurs bases de données nationales qui contiennent comme Infoflora ou Centre suisse de cartographie de la faune, Suisse Fungi ou Suisse Lichen, qui contient des bases de référence pour les espèces, mais uniquement morphologiques. Il y a des données génétiques, mais ils ne sont pas présents, ils ne sont pas inclus dans ces bases. C'est pour ça, avec plusieurs collègues de l'Université de Genève, l'Université de Neuchâtel et les autres, des jardins botaniques et du muséum, on a proposé de faire une sorte de réseau, ce qu'on appelle Swiss DNA Barcoding Network, c'est difficile à traduire, ce qu'on appelle SwissBOL, un réseau qui permettra d'établir une base de référence des codes barres génétiques pour toutes les espèces présentes en Suisse. Cette initiative a été proposée il y a une année et qui a actuellement obtenu un soutien de l'Office fédéral de l'environnement. Et j'espère qu'on pourra commencer à séquencer, à obtenir des données à partir de cet été. L'initiative propose aussi de créer une banque d'ADN de la biodiversité suisse, donc que tous les ADN qui sont pris pour obtenir les séquences seront stockés quelque part, comme actuellement sont stockés les spécimens, pour que l'on puisse toujours revenir sur ce matériel pour obtenir d'autres séquences. Par exemple, si le code barre change ou si vous voulez faire d'autres recherches génétiques. Ce qui est important aussi de promouvoir l'application de ces codes barres génétiques dans les analyses environnementales. Nous pensons que ce réseau est très, très important parce que c'est le seul moyen à contribuer, si vous voulez, à la recherche, à la gestion de la biodiversité
en développant des méthodes plus rapides et précises du biomonitoring, donc vraiment avec cet aspect appliqué, qu'on pourra beaucoup plus facilement identifier les espèces. Il faut dire que dans beaucoup des inventaires faits en écologie, les espèces ne sont pas vraiment identifiées jusqu'à l'espèce. Donc c'est très difficile. Ça nous donne une meilleure estimation de la richesse des espèces, détection des espèces invasives, aussi certainement une protection des espèces menacées, mais ça aussi, je pense, va avoir une grande contribution au niveau taxonomique, parce qu'on pourra promouvoir des études taxonomiques de la faune locale, de la biodiversité locale, décrire des groupes qui sont mal connus. Vous serez surpris d'apprendre qu'en Suisse, il existe quand même beaucoup d'espèces inconnues, surtout dans les sols ou dans les sédiments lacustres. Évidemment, dans le groupe, principalement dans le groupe de micro-organismes, de protistes, mais aussi probablement d'autres groupes. Aussi, ça permettra la valorisation des collections des herbiers et des muséums. Donc, je pense que c'est une initiative qui est importante et j'espère qu'elle pourra se développer dans les meilleures conditions. Je vais finir par vous montrer ce slide qui donne une autre approche de l'étude de la biodiversité globale, qui est l'encyclopédie de la vie, qui était aussi quelque part initiée par Edward Wilson, le même qui a proposé, qui a introduit la biodiversité, le terme. Et Edward Wilson a insisté sur le fait qu'il espère que ce catalogue, c'est une autre forme de catalogue, qui devait aussi contenir des données génétiques, va inspirer les nouvelles générations de biologistes à de développer des recherches sur la biodiversité pour mieux la comprendre et surtout pour la protéger. Merci beaucoup. Voilà, je vous invite à poser des questions en fait dans les micros. Il y a 2 personnes qui ont les micros et il suffit de lever la main pour qu'on puisse vous l'apporter. Ce sera beaucoup plus facile pour pouvoir écouter vos questions. S'il y a des questions. Alors, ouais. Oui. Est-ce qu'il y a une modification génétique chez les mêmes espèces à travers les siècles? Est-ce que les espèces changent? Oui. Vous voulez dire? Oui, évidemment. Alors, les espèces changent. Tout ce que vous découvrez pendant vos études, là, comment on peut dire que cette espèce est la même que l'autre? Parce que vous travaillez dans un certain laps de temps récent qui est très court. Donc je pense que si on prend les espèces actuelles, on peut les séparer, on peut les distinguer, n'est-ce pas? Par contre, si on fait des études qu'on fait aujourd'hui, ce qu'on appelle la paléogénomie, où on regarde les espèces dans le temps, à ce moment-là, c'est clair que certaines espèces ont pu avoir des séquences d'ADN modifiées. Donc, pour l'instant, je pense que si on commence à regarder du côté fossile, du temps, à ce moment-là, la chose va devenir extrêmement compliquée. Beaucoup plus compliquée qu'on imagine. Mais bon, il faut savoir que plusieurs études montrent que pour chaque espèce actuellement vivante, il y a au moins 100 espèces fossiles, préservées ou pas. Donc ça veut dire qu'au cours de l'évolution, cette espèce, évidemment, a changé. Et je pense que ça serait impossible de les inclure dans ces bases de données. Il y a déjà beaucoup d'espèces comme ça. Il y a une question là-bas. Oui, si l'ADN ne se dégrade pas, alors tout l'ADN qu'on trouve dans la mer et ailleurs, comment est-ce qu'on sait si c'est des espèces qui sont encore vivantes, disparues? Une très bonne question. On ne sait pas. Mais mes études, par exemple, sur
sur le fond des océans, à 4000 mètres, montrent que 30% de l'ADN, c'est en fait l'ADN de surface. C'est très facile à dire parce que c'est des ADN des organismes photosynthétiques. Et vous ne pouvez pas faire la photosynthèse à 4 km de profondeur. Donc forcément, ces ADN ont tombé de la colonne d'eau. Combien tombe de la zone aphotique, qui est quand même au-dessus? Ça, je ne peux pas vous dire. Je pense qu'il n'y a pas de moyen. Toutefois, nous développons des études actuellement des sédiments marins qui montrent qu'on peut obtenir l'ADN jusqu'à 10 000 à 20 000 ans. Donc l'ADN non seulement se conserve à la surface, mais se conserve aussi dans les sédiments, qui compliquent encore plus, mais qui donnent aussi d'autres perspectives, évidemment. Donc, si vous voulez, si j'ai bien compris les études faites sur la grenouille, par exemple, on a fait les études dans un aquarium en y mettant des tétales, et ensuite en enlevant des tétales, et en regardant jusqu'à quel point l'ADN est conservé. Et on ne dépasse pas 3 jours. Donc cet ADN se dégrade quand même. Maintenant, le problème, c'est qu'il se dégrade, mais il ne disparaît pas. Il va devenir tout petit. Et nos morceaux, par exemple, qu'on obtient de 10 000 ans, sont des morceaux d'ADN de 100 bases, donc extrêmement petits. Mais c'est vrai que c'est ce qu'on appelle l'ADN extracellulaire et qui pose beaucoup de problèmes aux gens qui disons, essayent d'étudier ça. Oui. Oui. Donc c'est une étude des classifications des organismes, vivants. Ce qu'on appelle aussi la systématique, ou c'est juste un terme utilisé pour classifier ou identifier les espèces. Alors moi j'avais une question en fait pour vous demander s'il existe des exemples de barcoding qui sont déjà faits en Suisse. Oui, absolument. En rapport avec des espèces particulières. Oui, il y a un projet qui vient d'obtenir un financement d'obtenir le code barre des araignées, qui consiste tous les araignées d'Europe, mais qui est principalement mené par les chercheurs de l'Université de Berne. Il y a aussi d'autres projets qui sont menés par un autre groupe sur les amibes, sur le protozoaire. Je pense qu'il y a aussi pas mal d'études qui sont faites au Jardin botanique par Yamama Nasseri, ici présente, et d'autres études qui sont faites. Il faut dire que notre initiative, nous savons très bien qu'il y a beaucoup de données génétiques qui sont présentes. Et cette initiative de réseau, en fait, vise à, quelque part, les combiner dans une base de données. Parce que comme d'habitude, comme ça se fait très très souvent, chacun travaille, fait un projet, met ses ADN dans le frigo, et ensuite quand l'étudiant ou le doctorant parle, le frigo est vidé et les ADN disparaissent. Et c'est ça ce qu'on aimerait éviter. Et c'est aussi ça qui est le point important de toutes ces initiatives, pour pouvoir développer des banques des ADN qui vont conserver, préserver cet ADN, qu'on n'est pas obligé chaque fois d'aller chercher les espèces. Et si les espèces changent, comme dit la dame, à ce moment-là, c'est quand même bien, parce que peut-être dans 100 ans, nos espèces ici vont être différentes. Donc si une fois, il faut commencer à faire cette banque d'ADN le plus vite possible pour pouvoir faire des comparaisons par la suite. Je voulais savoir, est-ce qu'il existe un gène qui est commun du coup à toutes les espèces vivantes sur la planète, que vous pouvez utiliser justement pour faire une sorte de phylogénie globale de toute la diversité de la vie? Et s'il n'existe pas, comment vous faites vous recréez un arbre phylogénétique en partant de séquences de gènes qui sont différents du coup, puisqu'ils ne sont pas tous présents chez des différentes espèces? Oui. Donc, tout d'abord, peut-être, il faut préciser la différence entre phylogénie, donc pour ceux qui ne savent pas, c'est l'histoire évolutive des vivants, reconstruire l'histoire évolutive des vivants, et l'identifier les espèces. Ce n'est pas absolument la même chose, n'est-ce pas? Ici, je parlais d'identification. Je suis phylogénéticien, mais les gènes qu'on utilise ici pour identifier les espèces ne sont pas forcément les mêmes
qu'on utilise pour reconstruire l'histoire du vivant ou faire vraiment des classifications. Je dirais même qu'il ne faut surtout pas faire des classifications. Parce qu'il faut chercher un gène qui est tellement variable, n'est-ce pas, entre les espèces pour pouvoir les identifier et qui pas forcément ressemble à d'autres gènes dans d'autres organismes. Par contre, maintenant, ce qui se passe, si nous prenons un échantillon d'eau de l'océan, par exemple, évidemment, on aimerait avoir la biodiversité globale, donc savoir tout. Alors, c'est possible, il y a des gènes, comme par exemple les gènes ribosomiques, 18S de la petite sous-unité ribosomique, qui sont présents dans tous les organismes, y compris les bactéries. Donc, vous pouvez théoriquement faire d'identification là-dessus. Mais il faut quand même, en général, on sépare les bactéries, par exemple. On fait une recherche sur les bactéries avec des primers, donc des amorces spécifiques bactéries, et on fait une autre recherche sur les eucaryotes pour séparer. Mais dans notre étude, toutes les études de cet ADN et de l'environnement sont faites souvent sur les gènes ribosomiques parce que c'est le seul, en fait, qui vous donne la possibilité d'avoir aussi bien la diversité globale et aussi la séparation, grâce à ces zones variables qui sont présentes, la séparation au niveau d'espèces. Donc, je dirais qu'il faut aller vers les gènes ribosomiques. Tous les autres, par exemple, gènes, celui que j'ai montré, sont des gènes des mitochondries. Mais pas tous les organismes sont des mitochondries, donc évidemment, il y a un problème. Vous avez montré tout à l'heure une anecdote charmante avec le grizzly et l'enfant. Pour introduire ma question, j'ai l'impression que le problème qu'il aurait eu, c'est qu'il n'y avait peut-être pas de réseau et qu'ayant peut-être séquencé l'ADN du grizzly, il n'aurait pas pu accéder aux bases de données. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on met beaucoup au premier plan le séquençage, mais si j'ai bien compris, et votre propos final l'encourage, la vraie question, c'est quelle base de données et comment est-ce qu'on y accède et comment est-ce qu'on construit du sens à partir de ça. Et finalement, ma question pour vous, c'est dans quelle mesure les bases que vous construisez sont-elles interopérables avec d'autres bases? Dans quelle mesure est-ce que ça serait opportun ou non que ces différentes bases soient connectées entre elles, qu'un système quel qu'il soit, qu'un DNA barcodeur qu'on aurait dans la main puisse accéder à laquelle de ces bases et comment se les connecter? Je présume que le potentiel de construire du sens et pour le consommateur, pour le chercheur, dépend de ça. Ou est-ce que j'ai mal compris? Non, c'est tout à fait ce que peut-être je n'ai pas mentionné. Donc, le programme IBOL ou Consortium de Barcode ou le International Barcode of Life Project contient des bases de données qu'on appelle BOLD, un système de bases de données qui sont publiques et ouverts. Donc, tout ce qui est déposé peut être utilisé par d'autres utilisateurs aussi. En principe, les codes bases génétiques sont déposés dans ces bases. Donc, nous, on n'est pas obligé d'inventer une base. Mais par exemple, dans le cas de Swissbird, donc ce projet suisse, ce qu'on va faire simplement, c'est qu'on va attacher les données génétiques à une base existante qu'on appelle GBIF, qui est une sorte d'inventaire général de la biodiversité où existent toutes les bases, tout l'inventaire des espèces reconnues morphologiquement, mais où il n'y a pas pour l'instant de données génétiques. Donc, quelque part, toutes ces bases sont interconnectées de toute façon. Donc, il y a une très, très bonne connexion, si vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de déposer dans 3 bases différentes. Et de toute façon, c'est très visible, tout le monde peut l'utiliser. Comme d'ailleurs, toutes les données génétiques sont toujours ouvertes pour l'instant, en tout cas. Pour revenir à grizzly, je pense qu'un petit enfant c'est déjà mort si c'était un grizzly, donc on n'a pas besoin d'utiliser le barcodeur. N'empêche que pour moi, je pense que dans beaucoup de cas, un barcodeur, ça c'est vraiment quelque chose de génial. Si vous allez, par exemple, récolter les champignons, si vous n'avez pas quel type de champignons vous avez trouvé, au lieu d'aller embêter les services cantonaux, vous pouvez prendre votre barcodeur, vous mettez un morceau de champignon dedans et ça vous dit « Ah, attention, il ne faut pas le manger ». Voilà, c'est ça le barcodeur. Et il faut juste attendre que quelqu'un trouve la combine comment, dans un petit iPhone, on peut mettre tous ces trucs que pour l'instant, quand même, occupent un laboratoire entier. Donc il faut, mais je pense qu'ici, il y a beaucoup d'étudiants et de collégiens qui vont actuellement penser à cette idée.
Il y a une personne là et puis monsieur là aussi. Oui. Bonjour, j'ai une question sur le vivant. Vous dites oui, il faut coder tout le vivant, et moi j'ai une définition, je ne sais pas comment vous définissez le vivant. Est-ce que c'est quelque chose qui a de l'ADN? Parce qu'on m'a dit que le virus utilisait l'ADN d'autres choses, donc j'aimerais savoir votre définition du vivant, parce que voilà, quitte à coder quelque chose, j'aimerais bien savoir quoi. Oui, oui, absolument. On sait qu'il y a une discussion, est-ce que les virus sont des êtres vivants ou pas? Donc je pense que la question concerne principalement est-ce qu'on doit inclure les virus dans les vivants ou pas? Parce que les vivants, si on n'inclut pas les virus, tous les organismes vivants possèdent un ADN, donc il n'y a plus de problème. Si on inclut les virus, il y a des virus à ARN, donc qui n'ont pas de l'ADN, donc un autre type d'acide nucléique. Les virus, en principe, ne sont pas indépendants, ne peuvent pas se reproduire par soi-même, ce qui veut dire que pour plusieurs personnes, il est erroné de considérer les virus comme étant une partie des vivants. Mais ça reste, ce n'est pas à moi de vraiment répondre. Moi, je pense qu'il faut les considérer. Mais à ce moment-là, le nombre d'espèces va... Et de toute façon, c'est très difficile de savoir ce que c'est une espèce chez le virus. Voilà. Oui. Sans parler du temps que peut prendre un séquençage, juste comment un petit appareil pourrait détecter le bout de séquence, aller comparer à une base de données immense? Vous voulez me donner mon avis sur Barcodel? Est-ce que c'est possible? possible? Petit Barcodel, oui. Je pense qu'on a maintenant construit des machines PCR, donc machines qui amplifient les gènes, qui sont déjà portables. Donc on a fait quand même un grand effort de ce côté-là. Je pense que si on arrive à faire une extraction, justement, quelque part, faire une machine qui si vous voulez, qu'est-ce qu'on peut dire? Disons autrement. Si on arrive à extraire l'ADN, et si on arrive à avoir une plaque quelque part avec des millions de séquences dessus, on pourrait hybrider notre séquence à ces millions de séquences et tout de suite flasher celle qui sort. Ça, c'est une des méthodes qui d'ailleurs existe, ça s'appelle des philochips, des chips à ADN qui consistent à prendre l'ADN, poser sur, je sais pas, des milliers d'ADN différents et voir par hybridation que l'ADN est correct. Mais je pense qu'il y a quand même un effort à miniaturiser tout ça. Merci. Certainement. Merci.